Et bonjour, enfin bonsoir au moment où je tourne ce deuxième podcast. Oui, on va partir sur un format podcast parce que je n'ai pas la foi de faire du montage. Je suis entrée dans ma première année d'année supérieure, j'ai pas la foi de faire du montage. J'espère que vous allez tous très bien. Et on commence fort comme intro avec ceci. Entre la sortie de Kaizen en décembre 2024, la sortie Terminal produite par Michou Inoxtag dont l'avant-première a fait son ouverture en salle de cinéma, ou encore l'apparition du film de Mr. V le 12 septembre sur Amazon, je me suis dit que parler cinéma YouTube était loin d'être envisagé comme du hasard. Ces 5 dernières années, le contenu proposé par YouTube s'est métamorphosé. Fini l'époque des challenges, des FAQ, des parodies ou encore des DIY troum, j'aimais trop. En 2025, YouTube c'est des productions au budget de programmes de télévision gratuits et sans limite. Tandis que Hardisson vannait Squeezie sur son métier, le youtubeur propose aujourd'hui une qualité de contenu de quoi faire pâlir les grandes chaînes de télévision. Est-ce que nous devrions envisager que YouTube devienne le nouveau cinéma français? Le contenu qu'on nous propose, je me suis dit mais attends, imagine un jour, les films seront sur YouTube et les salles de cinéma disparaîtront. Dans cette vidéo, je m'attarderai avant tout sur le contenu français parce que c'est celui-là que je connais le mieux, mais aussi parce que le contenu américain, comme d'habitude, a des années-lumière d'avance sur nous. Vers 2017-2018, les gros créateurs de contenu se lancent dans la production de vidéos à concepts innovants et originaux. Auparavant, l'échelle des vidéos était individuelle, où on ne dépassait pas le trio. Alors, je viens de penser qu'il y avait des vidéos avec beaucoup de personnes. Je me rappelle de l'époque Le Rire Jaune avec Andy, Shera, il y avait qui d'autre? Il y avait Jimmy, et il y avait pas mal de monde. Mais eux, c'était vraiment spécifique. Mais c'était normal, genre en 2014, vous étiez pas plus de 3 ou pas plus de 3 maximum. Nous pouvons penser au début des threads d'horreur de Squeezie. Et par ailleurs, le groupe Bigorneau et Coquillage, monté encore une fois par Squeezie et Cyprien. La era légendaire de gaming Minecraft, LOL et Fortnite bien les lave 24 heures. Et au fil des années, la démocratisation des vidéos à gros concepts explose. Par gros concept, j'entends louer des grands studios pour accueillir plus de personnes lors des tournages, faire appel à des célébrités, casser la distance abonnés youtubeurs comme les vidéos de Pierre Cross qui aime se faire démarrer par ses abonnés, faire appel à des célébrités, organiser des événements à l'échelle internationale comme la vidéo de Squeezie Je rencontre mes abonnés ou encore la participation de Mastu à la vidéo de MrBeast il y a quelques temps. Mais aussi l'émergence du début des courts-métrages et longs-métrages par les youtubeurs. Le premier auquel je pense est bien évidemment Cyprien qui pendant très longtemps a eu un attrait assez flagrant pour la réalisation et le cinéma comme son court-métrage Minori et Fuji-san si je dis pas de bêtises. Et surtout du coup vers 2018-2019 bien avant pandémie, puis même on peut penser à ces concepts comme les réunions, les courts-métrages au Japon. Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien en vous disant que la qualité du contenu proposé par les youtubeurs est tout simplement oufissime. Bien évidemment, chacun fait avec son budget et ses moyens, mais YouTube est réellement devenu un lieu où il est tout à fait normal de proposer entre deux vidéos ASMR une vidéo où l'on gravit l'Everest. Et oui les loulous, j'étais obligée d'en parler. Alors déjà, my bad, j'espère que vous m'en foutrez pas, j'ai visionné Kaizen pour la première fois il y a une semaine, bien au chaud dans mon lit pendant que Inoxtag était en train de se cailler le cul sur l'Everest. Alors oui, je sais, le film sorti il y a 2 ans, mais écoutez, il y a 2 ans, moi j'étais en première, j'étais en dépression, je passais le bac de français, et je vais pas vous mentir que Inox c'est pas du tout une personnalité que je suis activement sur YouTube. Pas très fan forcément du contenu ni du personnage, parce que oui, vos youtubeurs préférés c'est pas les mêmes en irréel que sur YouTube, donc ils ont toujours un petit rôle à jouer. Mais donc pour revenir à propos de Kaizen, bordel, je me suis pris une claque monumentale en voyant la qualité du film. Je me disais en même temps logique, il est sorti au cinéma, faut qu'il y ait un minimum de qualité. Mais là, j'étais estomaquée. Vraiment. Alors, je tiens aussi à prévenir là-dessus. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais MDR, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément vous connaissez Inoxtag, sinon c'est bizarre un peu, mais je respecte. Inoxtag est un jeune créateur de contenu orienté vers le gaming/divertissement. Cela fait très longtemps qu'il exerce sa passion sur les plateformes connues sur YouTube et Twitch. Seulement âgé de 22 ans, Inès/Inox a gravi l'Everest et nous partage son aventure à travers un long métrage de plus de 2h30 disponible sur YouTube. Kaizen a été réalisé par les scénaristes et réalisateur Basile Monod, Mathieu Kakelar. Et je vous préviens, sorry, mais je ne m'attarderai pas sur Inox, ou du moins sur sa performance. Ce qu'il a fait est vraiment ouf, et je pense que tous ceux qui ont regardé le film, ou le regarderont peut-être plus tard, en retiendront quelque chose de très fort. Faire ça à un si jeune âge, c'est tout simplement admirable, et c'est vraiment cool de faire partager ça au grand public, et ça a été un pari qu'il a tenu haut la main, donc franchement GG à lui. Mais moi, le point sur lequel j'ai envie de développer, c'est que le mec a fait un film où il gravit l'Everest. Est-ce que vous pensez 2 minutes que les créateurs de YouTube, ils se sont dit, un jour il va y avoir un gars il va prendre une caméra avec une équipe, il va poster ça sur notre chaîne. Je vous parle en 2006, les créateurs de YouTube qui ont posté leurs vidéos nulles aux autres pour voir si la plateforme fonctionnait correctement. Si vous connaissez pas l'histoire de YouTube, c'est vraiment une histoire super intéressante et c'est marrant parce qu'on regarde tous des vidéos sur YouTube mais personne ne sait vraiment d'où vient YouTube. Donc au cas où, renseignez-vous dessus. Mais est-ce que vous imaginez une seule seconde que ces mecs-là se seraient posé cette question ? Parce que très honnêtement, lorsqu'on regardait les débuts ou juste les vidéos proposées par les youtubeurs, est-ce qu'on se serait douté une seule seconde qu'un projet d'une telle ampleur et d'une telle qualité aurait pu se produire ? Évidemment, évidemment des productions à très gros budget comme ça a toujours existé.
Mais on parle quand même, c'est vraiment une histoire super intéressante et c'est marrant parce qu'on regarde tous des vidéos sur YouTube mais personne ne sait vraiment d'où vient YouTube. Donc au cas où, renseignez-vous dessus. Mais est-ce que vous imaginez une seule seconde que ces mecs-là se seraient posé cette question? Parce que très honnêtement, lorsqu'on regardait les débuts ou juste les vidéos proposées par les YouTubeurs, est-ce qu'on se serait douté une seule seconde qu'un projet d'une telle ampleur et d'une telle qualité aurait pu se produire? Évidemment, des productions à très gros budget comme ça a toujours existé. Mais on parle quand même d'un défi de toute une vie. Il y a des gens qui tentent de monter l'Everest je ne sais combien de fois dans leur vie, et Inox il est là, il te poste ça sur YouTube normal. Enfin moi c'est un truc, en vrai, que j'y pensais, j'étais juste sur le cul en vrai. Mais genre réaliser qu'il a derrière tout ça une équipe de tournage, un montage, un coach pour préparer physiquement Inox comme un acteur qui se préparait à bâtir un physique précis pour le film. On parle d'un budget qui pourrait atteindre les 2 millions d'euros d'après le journal Libération. Alors pour un film en soi 2 millions c'est rien du tout, faut quand même se dire que y a pas d'acteur à payer, y a pas eu forcément de producteur, tout a été financé par une seule personne qui est Inox, ce qui est énorme. Enfin je pense que ça doit être principalement Inox Tag, je sais, peut-être qu'il y a eu des collabs, je me suis pas renseignée là-dessus. Mais pour une production YouTube cela est énorme. Faut garder en tête que les vidéos YouTube ont théoriquement aucune garantie d'être rentables pour ceux qui les postent. Bon, évidemment Inox Tag qui nous fait ça, on peut se douter que ça va être quand même rentable, mais tu n'as pas toujours de garantie. Pensez par exemple au court-métrage de Cyprien, ça a été un peu des flops, donc il n'y a jamais une garantie à 100%. Donc Inox, quand il a annoncé qu'il comptait gravir l'Everest, il a dû en prendre en compte déjà la vie publique, ce qui n'est pas facile, mais aussi le facteur rentabilité et est-ce que ce challenge en valait réellement la peine, que cela soit d'un point de vue budget ou même aussi de la popularité. Je ne vais pas faire que citer Inox, mais entre les vidéos détecteurs de mensonges de Mastu, où on a passé 24 heures dans le JP Explorer, Dress to Impress de Magla, que j'adore, Terminal de Michou et Inox, je pense que nous pouvons affirmer que nous avons atteint le prime du divertissement sur YouTube, que cela soit en termes surtout de qualité. L'autre point fort de YouTube, c'est que j'en suis venue à la réflexion que les nouvelles générations, genre Cocomelon, etc., qui arrivent, est-ce que ce sera une génération où YouTube deviendra leur futur cinéma d'ici 10 ou 20 ans? Aujourd'hui, tout le monde trouve son compte sur YouTube. Je pense très honnêtement que d'ici 10 ans, on verra la popularité de la télévision complètement s'éteindre, car YouTube l'aura définitivement remplacé, chose qui se fait déjà tout doucement depuis de nombreuses années. Que l'on ait 10 ou 70 ans, tout le monde y trouve son compte. Gaming et critique manga, science et chimie avec Nozman, divertissement de qualité, se tenir informé à travers le monde et la géopolitique avec Hugo Décrypte et visionner des œuvres d'art cinématographiques créées par le plus grand des soins par les youtubeurs mais aussi / réalisateurs indépendants qui commencent. Donc en bref, YouTube devient un enjeu de taille dans la sphère audiovisuelle par son accessibilité mais aussi la pluralité des profils qui peuvent y être conquis. Même si avant de déclarer que YouTube puisse devenir le futur cinéma, il faudrait également envisager la future législation qui serait un facteur handicapant pour de potentiels réalisateurs. Imaginez, il faudra alors se questionner sur les limites de ce que l'on peut exposer, bien évidemment la limite d'âge. Pour le contenu plus mature, pourrions-nous laisser un langage beaucoup trop obscène ou vulgaire, des images gore et impudiques, et ce au nom de la liberté de création et de réalisation? Désolé les reilles, moi je suis pas prête à voir un film comme Pauvre créature diffusé sur YouTube. Mais aussi prendre l'avis du public. Souvent lorsqu'un gros youtubeur type Mastu fait une vidéo face cam, la plupart des commentaires soulignent à quel point ce format de vidéo est ce qu'il préfère. Nous pouvons en déduire que les grosses productions ne sont pas forcément le type de contenu que les spectateurs cherchent. Faudrait-il donc laisser, j'ai envie de dire, à César ce qui est à César et laisser les vidéos simples YouTube aux personnes concernées? Il faut aussi souligner, néanmoins, malgré les éloges que je fais de YouTube sur son accessibilité et le public très varié et divers qu'il peut toucher, les éloges que je viens de faire sur le lien que partagent YouTube et le cinéma, la concurrence reste rude et je ne pense pas que de sitôt nous verrons un long métrage YouTube digne des productions cinématographiques. Non pas en termes de qualité, mais plutôt de travail fourni. Attention, je ne dis pas qu'il n'en existe pas, absolument pas, mais faut admettre que les plus grosses productions ou longs métrages / courts métrages ne possèdent pas la même saveur qu'un film réalisé par une équipe de tournage et des acteurs. Il y a des courts métrages et longs métrages réalisés par des acteurs, une équipe qui sont tournés sur YouTube, mais en général, il n'y a pas forcément le budget immense derrière et on sent une petite différence. YouTube se consomme de façon individuelle et est avant tout là dans un but de divertissement. Bien évidemment sur le papier, on peut faire après ce qu'on veut évidemment sur YouTube. Tandis que le cinéma, c'est se retrouver et partager, selon mon point de vue bien sûr. Faire un film, c'est marquer son temps, alors qu'une vidéo YouTube, c'est marquer une trend, une tendance la plupart du temps. Quelques mois, voire quelques années pour les productions les plus ambitieuses. YouTube reste du divertissement, tandis que le cinéma cherche à innover dans la créativité et la technique. Encore une fois, je le dis, je ne dis pas que ce n'est pas possible de faire des œuvres cinématographiques de ouf sur YouTube, mais c'est vrai que ce n'est pas la première chose que l'on cherche, moi la première quand je vais sur la plateforme. D'où ce truc qu'on ne peut pas forcément directement affirmer que YouTube est le prochain cinéma. Je ne dis pas encore une fois que YouTube est inférieur au cinéma ou que la place des longs métrages ne doit pas se faire sur YouTube, loin de là. Je dis seulement que cela serait étonnant de voir une émergence de production digne des plus grandes œuvres cinématographiques sur la plateforme dans un futur proche. Mais ce qu'on ne peut pas retirer à YouTube, c'est que YouTube est un réel tremplin pour les étoiles montantes. YouTube reste et restera la plateforme par excellence pour commencer la réalisation. Cela est indéniable. Le nombre de perles présentes dessus est indéchiffrable. Entre
entre les courts-métrages de Cyprien réalisés au Japon, où lui-même parle japonais, les courts-métrages de Ebira Hop, les nominés du Festival de Cannes, sans oublier les films d'animation, YouTube reste une case par laquelle tout le monde peut passer et ce de façon très simple. Le talent de chacun se dévoile aux yeux de tous en un simple clic. YouTube, c'est aussi avoir une lumière sous les projecteurs de façon permanente. Pas besoin de passer des castings à rallonge et continuellement, tu peux le faire, mais sache qu'il y aura une trace de toi laissée sur la plateforme 24h/24. Je pense par exemple, pour ceux qui ont vu Alpha, il y a un rôle assez secondaire joué à l'acteur Louay El Amroussi. Ça me fait trop bizarre de parler de lui parce que je regardais ses vidéos à l'ancienne avec son grand frère Fadel et il a toujours joué dans les vidéos et tout un peu en mode humour. Et il y a quelques temps, je suis tombée sur un extrait de lui qui pleurait car il a le film dans lequel il a joué, Alpha, qui est quand même pas n'importe quel film, il a été réalisé par Julia Ducournau, la même réalisatrice qui a fait Titane et avait quand même Tahar Rahim dedans, donc le film c'est pas non plus n'importe quoi et pas l'estimer comme un petit film je trouve. Et en fait, Loué, je me suis rendu compte que il avait déjà pas mal de choses par rapport au cinéma. Il a déjà joué dans 3 films, Bombonera, Alpha, L'Heureux Élu. Il a commencé du doublage dans la série Astérix et le combat des chefs réalisé par Alain Chabat. Et donc Loué, il a interprété le rôle de Adrien dans Alpha. Et je me dis qu'à l'ancienne, je regardais ses vidéos, on l'appelait Cholestérol. Et il y a quelques mois, il a été nominé pour sa performance dans Alpha au moment chargé en émotion. Et je me suis quand même dit que lui avait commencé l'acting entre de gros guillemets parce que on peut vraiment dire que c'était pas de l'acting à la DiCaprio, les vidéos de Fadel, faut dire ce qui est, mais ça restait quand même un minimum d'acting entre deux, donc voilà, un minimum d'acting sur YouTube. Nous avons encore Mr V et son film que j'ai pas vu, j'ai pas Amazon Prime, moi je parle de cinéma mais j'ai pas accès aux plateformes, genre je m'informe comme je peux les gars. Toujours d'un point de vue de l'acting, je pense également à l'influenceur Just Riyad ayant joué en 2022 dans le film Belle Étoile. Dans ce film, Riyad prend le rôle de Yazid, un jeune homme ayant jonglé durant sa jeunesse entre foyer et cité et désirant atteindre le statut des plus grands chefs pâtissiers. En soi, la prestation de Riyad, elle est pas dégueu, elle est même pas trop mal pour une première et ce dernier a toujours assumé son désir de vouloir tenter une carrière dans le cinéma. Dans les cas comme Riyad ou encore Louay, YouTube s'est présenté comme un coup de pouce, voire un réel tremplin vers la sphère cinématographique. Certains y verront une opportunité et un travail ayant payé, d'autres crieront au succès de la notoriété au détriment du talent d'une réelle glaine d'artiste pour ce genre de profession. Et j'en viens à ma partie préférée de ce podcast qui je trouve est la plus intéressante en fait à questionner par rapport à YouTube et le cinéma, c'est le questionnement de la légitimité des acteurs / réalisateurs présents sur YouTube. Ainsi, le mélange YouTube et cinéma m'a emmené à me questionner sur la légitimité des créateurs de contenu / influenceurs YouTubeurs dans la création de la participation de longs ou encore courts métrages, notamment sur des grosses productions destinées à être exposées en salle, comme on a pu le voir avec Kaizen ou encore premier épisode de Terminal, la série de Michou et Inox. Devrons-nous crier au scandale ou nous réjouir que des personnes dépourvues de formation et de cours de théâtre puissent se permettre de prendre la place de réalisateurs ou d'acteurs? Bien évidemment, au féminin, ça marche aussi, je vais pas tout le temps accorder, mais vous avez compris. Peut-être 1000 fois plus talentueux qu'eux, et ayant reçu une formation digne de ce nom entre guillemets, les puristes approuveront, les progressistes nuanceront. À la sortie de Kaizen, Inox avait annoncé qu'il souhaitait poursuivre une ligne directrice vers le cinéma, et il avait clairement affirmé que d'ici 2025, il voulait faire un film à l'Interstellar. Et le frérot, il s'est vu se faire démarrer ses grands morts suite à cela. Et c'est là où on a vu toute la sacralisation qu'il peut y avoir dans le cinéma, je trouve, surtout nous en France, où il y a vraiment une fracture entre ceux qui adorent le cinéma et ceux qui aiment bien le cinéma. Et j'ai l'impression que personne n'est vraiment nuancé. Vous regardez parfois les influenceurs cinéma, c'est de la merde, soit c'est incroyable, il n'y a jamais d'entre deux. Je vais pas citer de nom, mais j'ai des très gros noms en tête. Suite à cela, ayant comme argument, donc on a rétorqué à Inox, mais qu'est-ce qu'il y connaît en cinéma le frérot? Et j'ai trouvé ce phénomène intéressant, bon force à Inox, mais j'ai trouvé ce phénomène intéressant, car il pointe un souci culturel que nous avons surtout en France, qui est la sacralisation et l'élitisme de certaines formes d'art, et en l'occurrence le cinéma. Les réactions à l'encontre d'Inox sont les mêmes que les personnes blâmant la VF pour honorer la VO, les mêmes qui déclarent que Musso est un auteur pour les non-lecteurs, que les films ne doivent se consommer qu'en salle et non depuis son canapé. En bref, que les puristes s'offusquent de la participation non conventionnelle, l'arrivée de nouveaux acteurs non issus de casting ou de repérage dans les futures productions qui leur seront proposées. C'est là où la complémentarité YouTube et cinéma s'arrête net. L'avis de la communauté cinéma, déroutée ayant du mal à avaler que des personnes originaires du monde du divertissement souhaitent tenter d'entrer dans le monde du business cinéma. Et à ça, j'ai envie de dire, le talent et l'amour du cinéma ne s'inventent pas seulement à partir des cours Florent ou de la Fémis. Si c'est l'opinion générale, je vous prierai d'aller demander à Tarantino dans quelle école de cinéma des États-Unis il a étudié. Tout comme questionner énormément d'entrepreneurs, est-ce qu'ils sont forcément passés par HEC ou l'ESSEC? Bien évidemment, la réponse est pas forcément. Mon avis personnel est que personne
personne ne devrait se sentir légitime ou formé pour faire du cinéma, réalisation ou acting. Nous aimons les conventions, mais ceci est incompatible avec l'art. Que Inox souhaite se lancer plus sérieusement dans le cinéma est une bonne chose. Moi, je me dis qu'il peut apprendre à les nouvelles générations qu'est-ce que la réelle qualité et nous éviter d'apprécier du contenu médiocre. C'est quand on voit la perte. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez de quoi je parle. Mais si vous savez le manque de financement qu'on a dans le public et que des acteurs privés entre guillemets comme Inox peuvent essayer de relever la culture du cinéma avec leurs envies et vraiment des films qu'ils peuvent faire à leur image, et moi je dis juste let's go. Qu'ils se lancent plus sérieusement dans le cinéma est une bonne chose à partir du moment où il prend pas l'envie de faire de la chiasse en invitant McFly et Carlito sur le tournage. Ouais, ça va, je rigole, je les ai déjà charriés dans la première vidéo, mais ça me fait toujours rire. Il est dommage de huer les gens qui se sont découverts une passion qu'ils souhaitent développer. Vous croyez que semblant le petit nouveau de la salle qu'il aura envie un jour de tenter un concours CrossFit ou de faire un marathon? Si un film est destiné à être un navet, il sera un navet. Et moi je pense que c'est avant tout aux producteurs qu'il faut s'en prendre, parce que eux savent déjà si l'idée elle pue du cul ou non, parce que c'est eux qui financent les films. Donc le producteur qui a financé les Sekpaoski, j'aimerais bien avoir son adresse s'il vous plaît, et ce, bien en avance. Il est compliqué pour moi de donner un avis tranché, car je dissocie le youtubeur de l'acteur. Genre un type comme MrV, je me doute forcément qu'il va pas s'amuser à faire un truc comme Cyprien, hyper réaliste, hyper artistique, parce que c'est pas la DA du gars. Comme Inox qui est un peu plus jeune, donc esprit, développement personnel et tout, on va monter l'Everest. Donc son but à MrV par exemple, c'est pas de faire un blockbusters à la JCVD, hyper réaliste, car ce n'est pas sa DA. Ouais, pardon, je suis dans ma chambre du Crous, il y a des gens, ils se bagarrent dans les couloirs. Tu peux fermer ta porte plus doucement s'il te plaît frère? C'est pourquoi je pense que YouTube et le cinéma doivent rester des plateformes distinctes, mais qu'il ne faut pas avoir peur si un pont solide se met en place entre elles, car au final, ce sont deux choses complémentaires. Il y a toujours existé des productions qui avaient comme seul but des succès commerciaux. Ne pas s'attarder sur le travail de la réalisation et de prendre un casting bon public, cela existait bien avant YouTube, donc les boomers venaient pas dire ouais c'était mieux avant. Non, c'était pareil avant, c'était juste que c'était fait différemment. La forme est certes différente, mais le fond a toujours été le même. Je finirai en disant que YouTube... Ah, cette bête de phrase, je vous jure, j'en suis trop fière. Je finirai en disant que YouTube peut être ce qu'il y a de plus beau, de plus pur dans le cinéma. Une caméra, une tête remplie d'histoire, qui ne demande qu'à prendre forme sur le petit ou le grand écran. Ouais, je sais, c'est pas mal ce que j'ai dit, je sais. La conclusion de cette vidéo, est-ce que nous devons nous préparer à ce que YouTube devienne le nouveau cinéma? Bien oui et non, comme ma disserte en français. Car YouTube est l'opportunité et l'envie à l'état brut, si je peux dire, de la créativité que représente le cinéma, et que la plateforme s'est vraiment professionnalisée, démocratisée et par conséquence crédibilisée pour obtenir des financements. Combien de courts-métrages présents sur la plateforme sont nominés au Festival de Cannes chaque année? En revanche, le nom provient du côté consommation du public cinéma. Je ne pense pas que les cinéphiles, et je ne fais pas de connotation aux cinéphiles Paris 16e hyper bobo très chiants avec leurs films slovaques, accepteront que demain, la plupart des productions aient pour casting l'équipe du JP Explorer, et que nous avons tout de même certains codes du cinéma qui sont incompatibles avec ceux de YouTube. En tout cas, pour l'instant, c'est mon ressenti. Il y a certaines choses qui restent dans la sphère YouTube et de nouvelles choses qui restent dans la sphère cinéma. Est-ce que vous voyez un film, par exemple, d'un mec en face cam? Non, parce que ça, c'est un code à YouTube et c'est pas comme ça. Mais on ne peut pas nier la fusion progressive de ces deux éléments au fil des ans, car YouTube et cinéma partagent un point en commun, le business. Et comme toute gaucho bien skateuse et anneau dans le nez que je suis, évidemment pas, je ne vous apprends rien en vous décrivant la société capitaliste et consommatrice dans laquelle nous sommes, et que bien évidemment, faire des sous, ça va vraiment plus important que la créativité. Et ben, pour faire bref, YouTube ne deviendra pas le nouveau cinéma, à mon avis, d'ici un bon bout de temps. J'étais intriguée par ce truc de vraiment voir les youtubeurs ayant de vouloir se lancer là-dedans. Je trouve ça cool parce que les nouvelles générations suivent ces personnes-là. Si les youtubeurs/youtubeuses font vraiment du bon contenu, où on voit le travail, je me dis que ça serait juste trop cool en fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis rendu compte que ma première vidéo, j'ai fait 10 vues. C'est rien, mais je suis contente quand même parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait 0 vues. Bon, dans les 10 vues, il y a moi, mon tonton et une copine à moi, mais on va dire que ça compte pas. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter si vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc commentez les gars, faites-moi des retours. Dites-moi qu'est-ce que je peux améliorer. Je sais que les vidéos avec du montage et tout, c'est mieux. Mais c'est vrai que c'est un peu complicado pour moi. Mais moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.